Les deep learning et réseaux de neurones. Alors, on va d'abord faire les bases. On va pas aller non plus hyper loin dans les théories, mais juste vraiment comprendre le fonctionnement général d'un réseau de neurones. Ça va grandement nous aider. Alors déjà, le deep learning, c'est quoi? Donc en français, on dit de l'apprentissage profond. C'est juste un des composants du machine learning. Et contrairement à d'autres vidéos que j'ai fait justement sur le machine learning où j'expliquais les différents algorithmes, comment les appliquer, le deep learning fonctionne pas avec un algorithme qu'on applique à un problème, enfin, auquel on donne des données pour qu'il nous donne quelque chose. On crée réellement un réseau de neurones qui va en gros se démerder, pour faire simple. Alors, globalement, on essaye de reproduire le fonctionnement du cerveau humain. C'est-à-dire des neurones qui communiquent entre eux, qui se transmettent des informations et qui donnent du sens à cette information. Notre cerveau fonctionne comme ça. On va essayer de faire pareil avec un réseau de neurones. Pour faire ça, on va construire plein de types différents de réseaux de neurones parce que autant le cerveau humain est généraliste, il est capable de faire plein de choses différentes, autant un réseau de neurones, non. Enfin, un réseau de neurones informatique, artificiel, ça ne sait faire qu'une chose. Ça la fait super bien, mais ça n'en fait qu'une. En gros, si vous prenez les intelligences artificielles qui sont entraînées pour jouer au Go, faites-leur faire une partie d'échecs, elles vont se ramasser complètement. Parce qu'elles sont super fortes au Go, mais aux échecs, elles sont pourries. Et si on voulait les faire jouer aux échecs, on devrait leur réapprendre les échecs et elles oublieraient le Go. Et on va comprendre ça après dans la façon même dont fonctionne un réseau de neurones. Alors, en fonction de la tâche, en fonction de ce qu'on veut faire, il faut donc créer différents types de réseaux de neurones. Il y en a plein. Les trois qu'on verra dans un premier temps, après on verra si on va plus loin. On a donc le réseau de neurones artificiels classique, qui est un peu une espèce de réseau de neurones de base. Et tous les autres d'ailleurs sont basés sur celui-là. C'est des spécialisations de celui-là. Il permet de résoudre déjà pas mal de choses, mais il est quand même assez mauvais sur certaines tâches où demanderait tellement de calcul ou tellement de puissance de calcul qu'il est complètement à la ramasse sur certaines tâches. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'artificial neural network. C'est le premier. Ensuite, on a ce qu'on appelle les réseaux de neurones à convolution, convolutional neural network, qui eux sont vraiment utilisés et sont spécialisés pour tout ce qui est analyse d'image. Ils le font hyper bien. Et on utilise beaucoup donc les CNN pour ça. On a aussi ce qu'on appelle les réseaux de neurones récurrents, donc les RNN, qui eux permettent vraiment de réfléchir sur ce qu'on appelle des time series, donc sur par exemple l'analyse de flux boursiers ou ce genre de choses, mais aussi sont très utiles dans l'analyse du langage. Pourquoi? Parce que globalement, si on prend une image, analyser une image c'est simple, on a une image, les autres on s'en fout, on analyse cette image-là. Quand on fait de l'analyse de langage, on est obligé d'analyser un mot, mais dans le contexte d'autres mots, des mots qui sont autour de ce mot-là. Donc le réseau de neurones récurrents permet de faire ça, c'est-à-dire que il permet de prendre un item, donc ici un mot qu'on veut analyser, mais aussi de tenir compte du précédent. Et donc de recréer en fait une espèce de contexte au bout d'un moment autour d'un mot pour en comprendre le sens et pour l'analyser. Enfin bon, on verra ça plus en détail quand on y sera, mais comprenez bien ça, c'est que pour chaque tâche, en gros, il y a une architecture de réseau de neurones derrière. Voilà, pour faire simple. Alors, donc un réseau de neurones, c'est un modèle informatique dont la structure, ça je vous l'ai dit en fait, est similaire à la structure en réseau des neurones du cerveau. Globalement, on essaye de copier ce fonctionnement. On copie de façon imparfaite, de façon parcellaire, mais c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Donc pour faire simple, on a des neurones qui sont regroupés en nœuds, enfin nous on appelle ça des layers. Donc en couches, on a des couches de neurones. Donc je sais pas, on a une couche dans laquelle il y a 12 neurones. Et cette couche de neurones, on va la connecter à une autre couche de neurones dans laquelle il y en a 12, 24, 36, on s'en fiche. Et tous les neurones de la couche 1 sont connectés à la couche 2. Voilà. Et on crée une espèce de réseau là, maillé, une espèce de gros maillage, une espèce de toile d'araignée, en reliant tous nos neurones. Alors, ça c'est la base, mais je préfère toujours le rappeler. Un réseau de neurones, ça apprend à partir de données. C'est-à-dire qu'on doit lui fournir des données, il va analyser, il va sortir quelque chose. Son comportement est défini par la façon dont ces éléments sont reliés et par le poids de ces liaisons. Alors ça, il faut bien comprendre, c'est vraiment comme dans le cerveau. C'est-à-dire qu'une information qui arrive à votre cerveau, elle prend un chemin, c'est-à-dire qu'elle passe par certains neurones et pas par d'autres.
Et c'est le fait de passer par ces neurones, parce que eux euh, donnent une valeur à cette information spécifique, qui fait qu'on analyse correctement ou pas l'information. D'accord? C'est le chemin qu'elle prend en gros dans notre cerveau qui détermine la façon dont on va l'analyser, la conclusion qu'on va en tirer. Et bien là, c'est la même chose. C'est-à-dire que le chemin que vont prendre nos informations au sein de notre réseau de neurones vont définir la sortie, vont définir ce que le réseau de neurones va en conclure. On comprendra ça un peu plus en détail après. Et bien sûr, il ne faut pas oublier qu'on est ici dans de l'apprentissage. Donc votre réseau de neurones, il est obligé d'ajuster ça. Euh, dans le réseau de neurones biologiques, on a des forces de liaison, on a des neurones qui sont plus ou moins liés entre eux. Ici, c'est une question de poids, c'est-à-dire qu'on attribue un certain poids à certaines informations, et ce poids est véhiculé. En gros, une couche de neurones analyse un truc, donne un poids à chaque truc, et transfère ce poids à la couche suivante, qui va redonner un poids, le transférer, enfin voilà. Et une fois qu'on a ça, à la fin, notre couche de sortie nous dit, en fonction des poids que tu m'as donné, moi je dis que la photo de pomme que tu m'as donnée, en fait, c'est une banane. Bon, c'est pas du tout une banane, donc on va revenir en arrière pour réajuster ces poids jusqu'à ce qu'ils nous disent que notre pomme est une pomme. Alors c'est un peu bizarre, mais c'est la même chose que pour un enfant. La première fois que vous lui montrez une photo de pomme alors qu'il n'en a jamais vu, au mieux il va vous répondre agubeux. Mais jamais il va vous dire que c'est une pomme. Et un réseau de neurones artificiel, c'est la même chose. Donc, contrairement à un humain où on va lui filer, on va lui expliquer 3-4 fois que ça c'est une pomme, il va comprendre. Un réseau de neurones, c'est un peu plus bête quand même. Et il lui faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples. Ok. Alors, principe de base. Ce qu'il faut bien comprendre, alors ici on a un mini réseau qui prend 3 données en entrée, a juste 2 neurones dans sa couche, dans ce qu'on appelle la couche cachée, donc qui n'est ni une couche d'entrée ni une couche de sortie, c'est tout ce qui est entre les deux. En gros, le vert ici c'est l'entrée, ici c'est la sortie, c'est ce qu'on va en sortir, la conclusion, et tout ce qui est entre ces deux trucs-là, c'est ce qu'on appelle des couches cachées. Pourquoi elles sont cachées? Parce qu'en fait, on ne sait même pas vraiment ce qui se passe dedans. Ça, il faudra comprendre. Donc imaginons que j'ai des données en entrée, où j'ai des rouges, ronds et fruits. Alors, on pourrait penser à plein de trucs. Ça peut être une cerise, ça peut être une pomme, ça peut être n'importe quoi. Donc, en gros, il va dire, dans le premier passage, la première fois qu'il va avoir ces infos, il va globalement attribuer des poids un peu au pif. Dire rouge, en fait, ça vaut 0,3, rond, ça vaut 0,1, et fruits, ça vaut que dalle. Bref. Ces poids va les passer à d'autres qui vont, hop, donc ça va être passé là. Alors là, j'ai mis qu'un W pour weight, mais c'est de la flemme, c'est parce qu'en fait, il y en a partout. Sur toutes les flèches, il y a un W. Toutes les flèches, il y a un poids qui est donné. Ok. Ça arrive donc dans la couche cachée, qui va faire la même chose, attribuer un poids à l'information, et transférer ça à ce dernier neurone, qui est un neurone de sortie, qui lui va dire, c'est ça. Ok. Donc, imaginons, on fait notre première étape, on lui envoie ces 3 informations, ça passe dans notre réseau de neurones, ça arrive là, pouf pouf, on lui file un poids, ça arrive à la deuxième, on refile un poids, et à la fin, il nous sort que c'est un vélo. Ouais, c'est un vélo. Donc là, forcément, on lui dit, écoute Pépère, tu t'es trompé, c'est pas du tout un vélo, c'est une pomme ou une cerise, enfin ce que tu veux. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, tu reviens en arrière, tu reviens au début, tu reprends ces données-là, tu les réanalyses et tu essayes de modifier tes poids pour que, au lieu de me sortir vélo, tu me sortes ce que j'attends. Ok. Donc c'est comme ça qu'il va apprendre. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il va trouver les bons poids qui lui font dire que telle information est une pomme et pas un vélo. Pour faire simple. Là, c'est extrêmement simple. Alors, il y a 2 mots-clés à retenir, c'est que... Enfin, il y en a plusieurs, mais... Globalement, on est sur ce qu'on appelle du feed-forward, c'est-à-dire que notre réseau de neurones va toujours dans un sens. D'accord? Donc, voilà, vers l'avant. L'information va toujours de l'arrière vers l'avant. Et juste à la fin, quand on doit ajuster les poids, on a ce qu'on appelle ici la backpropagation. On revient en arrière et on lui dit non, tu t'es trompé, réajuste tes poids. Et on recommence avec du feed-forward. Donc en repassant les mêmes données, on ajuste les poids, on regarde ce que ça sort. Ce qu'il faut bien comprendre sur les couches d'entrée et les couches de sortie.
globalement, une couche d'entrée, elle a toujours autant de neurones qu'il y a d'input, qu'il y a d'informations en rentrée. D'accord. Dans certains cas, par exemple, quand on fait de l'analyse d'image, on n'a pas forcément. Enfin, la couche d'entrée est implicitement 1, et la couche de sortie va dépendre du nombre de classes. Imaginons qu'on lui passe des photos pour savoir si des chiens ou des chats. Alors, on peut se contenter d'avoir un seul neurone en sortie, parce que soit c'est un chien, soit c'est pas un chien, et si c'est pas un chien, c'est un chat. Mais au final, c'est du binaire, hein, ça l'est ou ça l'est pas. Donc on peut en avoir qu'un, mais imaginons qu'on veuille faire la différence entre un avion, un bateau, euh, une voiture et, je sais pas moi, une table basse. Et bien en fait, il nous faudrait autant de neurones de sortie que l'on a de réponses possibles. Comme ça, chacun de ces neurones de sortie aura une probabilité. Genre, tu as 15% de chance que c'est une table basse, 30% de chance que c'est un chien, enfin bref. Et c'est la probabilité la plus haute, ou en fonction de la fonction d'activation qu'on a choisie, qu'on sortira un résultat. Ok. Alors ça peut paraître encore un peu nébuleux, mais avec la pratique, ça ira beaucoup mieux. Ok, alors, on continue. Pour bien comprendre, voilà ce qu'on a. Ici, j'ai mes poids qui sont attribués. Alors, euh, imaginons. On veut faire la différence entre des chats et des chiens. Ok. Donc ici, ce neurone-là analysait la présence ou l'absence de poils et donne un poids à ça. C'est-à-dire que si mon poids est important, ben, globalement, je ne fais pas trop la différence parce que les deux en ont. Quoique, il y a des chats sans poils. C'est moche, mais il y en a. Ici, on va avoir un neurone qui analyse le comportement, il dit il dort tout le temps. S'il dort tout le temps, le poids que je vais attribuer au résultat chat est plus important que le poids que je vais attribuer au résultat chien. Bien qu'un chien, ça dort pas mal quand même. Et en fait, donc, chaque neurone va analyser une partie spécifique, et va attribuer un poids à cette partie en disant de ce que je vois là, ça c'est important. C'est-à-dire que le fait qu'il pionce, il pionce beaucoup. Lui, il pionce beaucoup. Donc ici, je vais avoir un gros score. Il a des poils, je vais avoir un gros score. Il grimpe aux arbres, ce qui est typique d'un chat plutôt que d'un chien. Je vais avoir un gros score. Et tous ces scores-là vont me faire dire oui, ça c'est un chat. Donc tous ces poids me font dire que c'est un chat. Globalement, il me fait une somme de tout ça, et après j'ai une fonction d'activation qui me dit est-ce que j'active ce neurone, enfin est-ce que j'active ce neurone-là ou est-ce que je ne l'active pas. Donc les fonctions d'activation, il y en a plusieurs, on les verra petit à petit. La plus simple c'est la sigmoïde, c'est-à-dire c'est la fonction binaire par excellence, hein, c'est soit 0 soit 1. Mais il y en a plusieurs. Donc imaginons que là, la réponse c'est chat. Donc en fonction de ma somme de poids que j'ai ici, est-ce que ça me suffit à me faire dire que c'est un chat? Si c'est oui, ben ma courbe sigmoïde est à 1. Si c'est non, c'est à 0. Point barre. Ok. Et ensuite on continue. Ce qui est hyper important, et ça, dans le machine learning en général, c'est que on passe toujours en fait, on essaye toujours d'effectuer ce qu'on appelle la descente de gradient. En gros, ce qu'on essaye de faire, c'est pas de maximiser vraiment euh, nos réussites, c'est de diminuer notre plantage, pour bien comprendre. C'est-à-dire que cette courbe, elle représente ce qu'on appelle le loss. Donc, ça peut être, c'est ce qui détermine à quel point on s'est planté. Donc, plus on est haut, plus on s'est planté. Plus on est ici, moins on s'est planté. Là, c'est ici, on est parfait. On est à 100%. D'accord. Donc, l'objectif, c'est de se rapprocher de cette partie-là. Donc, on calcule à chaque époque. Alors, en deep learning, une époque, c'est à chaque fois que le réseau de neurones a vu entièrement un jeu de données. D'accord. À chaque fois que le jeu de données entier est passé au moins une fois. Et on multiplie les époques en ajustant les poids à chaque fois. Et l'objectif, en fait, c'est que époque par époque, on essaye de se rapprocher. Donc époque 1, on est loin, époque 2, époque 3, enfin voilà, on essaye de se rapprocher. Et ce qui est parfois compliqué, c'est que ici, on n'était pas trop mal, d'accord. Donc on a un nombre d'époques qui est pas mal, et surtout on a un learning rate qui nous permet de se rapprocher. Learning rate, autre notion d'importance, c'est-à-dire, pour faire simple, est-ce qu'on le learning rate va déterminer si on modifie beaucoup les poids ou pas beaucoup à chaque époque, en disant là je les bouge beaucoup, là je les bouge pas beaucoup. Alors il est unique,
Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on a un learning rate qui est trop petit, un peu comme ça, à chaque époque, certes, on se rapproche de la solution. Mais sérieux, c'est long. Donc c'est-à-dire qu'il nous faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'époques pour nous rapprocher de ça. Pourquoi? Parce que comme on n'ajuste pas beaucoup nos poids, oui, on s'améliore, mais on s'améliore extrêmement doucement. Donc là, ça devient compliqué. Ça, c'est un cas de figure. Donc on se retrouve à devoir entraîner notre modèle pendant 300 ans. Et l'autre cas de figure, c'est avec un learning rate trop grand. C'est-à-dire qu'on augmente trop nos poids. On change trop nos poids. Donc certes, on avance vachement vite. Mais au bout de la troisième époque, je vais me retrouver sur l'autre côté de la courbe. Et là, je vois pas bien la différence. C'est au final le même loss, c'est-à-dire que je suis aussi loin de la solution optimale là et là. Et en fait, après, je vais commencer à m'en écarter. Oups, pardon. Ok. Et je vais tellement. Mon learning rate est trop grand, il ne me permet jamais d'arriver dans la zone optimale parce que je suis soit d'un côté, soit de l'autre. Mais jamais dans cette zone-là. Donc, on part en général sur des learning rates qui sont assez faibles. De toute façon, on verra ça dans les exemples. Mais il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que si on a un learning rate qui est trop faible, on n'avance pas. Si on a un learning rate qui est trop fort, on va pas faire mieux non plus. C'est-à-dire qu'on va faire du ping-pong là d'un côté et de l'autre, sans jamais arriver à la solution maximale. Donc pour résumer, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un réseau de neurones, enfin le deep learning, ça fonctionne avec des réseaux de neurones. Un réseau de neurones, c'est censé copier le fonctionnement de notre cerveau. Pour chaque tâche spécifique, on a une architecture de réseau de neurones qui y correspond. Parce que comme je vous l'ai dit, un réseau de neurones informatique, ce n'est pas généraliste du tout. Ça sait faire super bien une seule chose. Donc, en fonction de la tâche qu'on va devoir effectuer, on va créer une architecture un peu différente de notre réseau de neurones. Je vous ai parlé des trois principaux réseaux de neurones, donc le réseau de neurones artificiel classique, le réseau à convolution et le réseau récurrent, qui ont tous des spécificités et des objectifs différents. Okay. Après, on verra d'autres réseaux comme les GAN, ce genre de choses, mais pour l'instant, on va déjà parler de ces trois-là. De quoi j'ai parlé encore? Je ne sais même plus. Bien comprendre que le fonctionnement général, c'est-à-dire que voilà, nos informations circulent tout le temps dans le même sens, ok, feed forward, vers l'avant. À la fin, on compare ce qu'on a obtenu à la réalité, et là on fait la phase de backpropagation, donc on revient en arrière. Ok, et ici, c'est ici qu'on utilise le learning rate dont je vous parlais. C'est-à-dire que c'est ici qu'on dit, ben voilà, tes poids que tu dois m'ajuster, tu vas me les modifier de 0,01%, 0,02, enfin voilà, en fonction du learning rate. C'est ici qu'on l'applique. Ok. En gros, pour entraîner un modèle, on parle d'époque, on entraîne un modèle sur un certain nombre d'époques, c'est-à-dire qu'on lui fait voir nos données plusieurs fois. Donc, première fois, il se plante totalement, deuxième fois, logiquement, il se plante un peu moins, et on détermine un nombre d'époques optimal, un learning rate optimal, pour que notre modèle, au final, nous sorte un résultat hyper cohérent. Ok. Alors, partons sur la partie code. Donc, ce qu'on va faire là, c'est donc créer notre premier réseau de neurones artificiels pour analyser un dataset qui sera celui du Fashion MNIST, qui est un dataset créé par Zalando, donc qui contient des photos très très simples de vêtements, d'accord, et les catégories associées. Donc, est-ce que c'est un t-shirt, est-ce que c'est ceci et cela. Notre objectif, c'est d'entraîner notre modèle pour qu'il reconnaisse ces images-là, qui nous disent, bah oui, ça c'est un t-shirt, ça c'est des bottes, ça c'est ceci, ça c'est cela. Ok, alors, on va importer NumPy, on va importer TensorFlow, qui est donc la librairie de deep learning propulsée par Google. Il y en a une deuxième qui est très utilisée, qui est PyTorch, qui elle est plus propulsée par Facebook. Enfin voilà. Ici, on va utiliser TensorFlow dans sa version 2. Ils doivent être à la 2.2 là, je pense. Pourquoi? Parce que dans la partie de la version 2, TensorFlow a intégré Keras, qui est une espèce de couche d'abstraction qui permet de créer des modèles de façon un peu plus user-friendly, un peu plus simple. Ok, et on va aussi importer les datasets de Keras, même si on n'utilise qu'un, on va tout importer. Voilà. Donc,
On importe TensorFlow STF, NumPy ASNP et on va importer donc le fashion MNIST qui est un dataset inclus dans la librairie Keras. Une fois qu'on a fait ça, l'avantage c'est que ce dataset il est déjà bien formaté. D'accord, on a quasiment rien à faire dessus. C'est-à-dire qu'il est déjà séparé en jeu de test, en jeu d'entraînement. Tout ce qu'on a à lui dire, c'est donc on va charger le dataset et on va lui dire voilà, mes données d'entraînement, tu les mets dans ces variables-là, et mes données de test, tu les mets dans ces variables-là. Point. Ça s'arrête là. Notre dataset est prêt. Donc ça, c'est à quoi ressemblent les images. Alors, on va utiliser un réseau de neurones classique, même si je vous ai dit que les réseaux de neurones à convolution étaient bien plus performants et bien plus efficaces pour ça. Pourquoi? Parce que ici, on est justement sur des images extrêmement simples, qui se font 28 par 28, donc 28 pixels sur 28 pixels, et qui sont en noir et blanc. Donc c'est extrêmement simple, c'est pas très lourd à gérer, et ça, même un réseau de neurones classique peut le faire. Et ça permettra de comprendre au moins les bases. Donc ici, on a quelques images, quelques photos qui sont dedans. Et par contre, on va quand même faire quelques petites choses. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, quand on voit une image, on voit une image. Hein. On voit une forme, on voit ceci. Un réseau de neurones, une machine en général, elle voit des valeurs. Elle voit une série de valeurs. Donc ici, on a 28 valeurs sur 28 valeurs. Et dans le cas où c'est des images en noir et blanc, on a donc 28 valeurs qui vont de 0 à 255, qui définissent le niveau de gris. Donc ça, on l'a 28 par 28. Alors, avoir des valeurs qui vont de 0 à 255, honnêtement, on s'en fiche un peu. Pour normaliser ça, comme on sait que de toute façon, nos valeurs vont forcément être entre 0 et 255, nous, on va essayer de ramener ça à des valeurs qui vont entre 0 et 1, parce que c'est beaucoup plus simple pour les calculs, ça va optimiser le temps de calcul derrière de la machine. Donc pour faire ça, on va juste diviser ces valeurs par 255. Comme ça, quand j'ai du noir, ça sera forcément 1, et quand j'ai du blanc total, c'est 0, et tous les niveaux de gris entre deux seront entre 0 et 1. On n'aura que des valeurs comprises entre 0 et 1. Donc on fait ça à la fois sur notre jeu d'entraînement et sur notre jeu de test, et on se retrouve maintenant avec une matrice qui contient des valeurs, donc 28 valeurs sur 28 valeurs, une espèce de tableau, qui vont toutes de 0 à 1. Même chose, notre modèle de deep learning ne va pas trop apprécier qu'on lui file un tableau. D'accord? Donc on va transformer ça en un vecteur. C'est-à-dire qu'en gros, on va aplatir l'image. On va prendre chaque ligne, et on va les mettre à la suite de la première. Pour ne plus avoir un tableau de 28 par 28, mais un vecteur qui contient 784 valeurs. Voilà, en gros, on fait ça. Et pour faire ça, on va faire ce qu'on appelle un reshape. Donc on va changer la forme de nos données. On va lui dire, voilà, tu me fais xtrain, en fait, ça sera égal à juste un vecteur de 28 valeurs sur 28 valeurs, donc 784. Et il va tout mettre tout seul à la suite. Ok, on fait ça aussi sur le jeu d'entraînement et sur le jeu de test. Une fois qu'on a fait ça, donc on a un peu préparé nos données, même si elles étaient déjà bien préparées, on va créer notre premier réseau de neurones. On est ici sur ce qu'on appelle un réseau de neurones séquentiel, donc qui est une séquence, une suite d'actions qui s'enchaînent des unes à la suite des autres. Voilà. Je vous invite à aller voir la doc de Keras sur les layers. Pour définir un modèle séquentiel, on va l'appeler modèle et on va lui dire que c'est qu'on va utiliser en fait la fonction sequential de Keras, voilà, qui est inclus même dans le modèle. Et là, on vient de créer un modèle séquentiel. Et à l'intérieur de ce modèle séquentiel, on va venir ajouter nos couches. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme on est vraiment sur quelque chose de séquentiel et de simplifié, il faut ajouter nos couches dans le sens dans lequel on veut que les infos passent. Donc on fait d'abord notre couche d'entrée, notre première couche cachée, notre deuxième si on a une, et en tout dernier, on définit notre couche de sortie. On définit vraiment la séquence chronologiquement. D'accord ? Donc notre première couche, c'est notre couche d'entrée qu'on va définir comme ça. Donc on va rajouter à notre modèle une layer dense, parce que on appelle ça c'est comme ça que ça s'appelle, c'est une couche dense, qui va contenir 128 neurones. Donc le unit, c'est le nombre de neurones qu'il y a dans notre couche,
Il y aura une fonction d'activation en review. Alors, je ne vais pas vous expliquer tout de suite ce que c'est, on en parlera plus tard. Mais même chose, je vous invite vraiment à lire les docs et à comprendre les différentes fonctions d'activation. Et surtout, pour cette première couche, on va lui préciser la forme de nos données. Donc, on va bien lui préciser que ce qu'on lui balance, à chaque fois, c'est un vecteur de 784 valeurs. Voilà. Notre couche d'entrée, elle est définie. Une fois qu'on a fait ça, on pourrait enchaîner en mettant une deuxième couche tout de suite, mais on va déjà prendre une bonne habitude, c'est de créer en fait ce qu'on appelle des drop-out. Je m'explique. Ce qui est compliqué en machine learning, ce qui arrive très très souvent si on ne fait pas attention, c'est que nos modèles font de l'overfitting, sont surentraînés. En gros, ils sont super forts sur les données d'entraînement, et dès qu'on sort de ces données d'entraînement, ils sont quand même un peu à la ramasse. Pourquoi? Parce qu'ils sont surentraînés. C'est comme s'ils avaient fait une espèce de calque de ces données, et eux, ils les connaissent par cœur, ils savaient exactement. C'est de l'apprentissage par cœur. Voilà. C'est pas... comment dire? Ça n'a pas... il n'y a aucune abstraction derrière. Ça ne comprend rien, ça ne fait que dire 1 égale 1, 2 égale 2, 3 égale 3, pour faire simple. Pour éviter ce surentraînement, pour le rendre plus compliqué, parce que l'éviter complètement c'est quasi impossible, mais pour le rendre plus compliqué, on va créer ce qu'on appelle on va utiliser une fonction qui est dropout, qui indique au modèle, voilà, sur cette couche-là, donc sur la couche que je viens de créer, ma couche d'entrée, à chaque passage, donc à chaque époque, logiquement, souvenez-vous, quand on passe de l'époque 1 à l'époque 2, on met à jour les poids, on ajuste nos poids. Et ben la fonction dropout va dire ok, tu ajustes les poids, mais pour 20% des poids, tu le fais pas. Donc tu ajustes 80% des poids et 20% tu laisses comme ils étaient, enfin tu n'ajustes rien. Tu fais rien. Tu n'en tiens pas compte. Ça va éviter le surentraînement. Et donc une fois qu'on a créé notre première couche, qu'on lui a dit qu'il y aurait 20% des neurones qui seraient pas, enfin des poids pardon, qui seraient pas mis à jour, on vient créer notre deuxième couche exactement de la même manière. La seule différence, c'est qu'on lui précise plus la forme des données, parce qu'on l'a déjà fait, et qu'il n'y a plus besoin de le faire. Et ici, on crée une couche qui est quasi identique, et qui est notre première couche cachée. Couche d'entrée, première couche cachée. Avec le même nombre d'unités, la même fonction d'activation, et ici, le même dropout. Voilà. Donc, on a un modèle extrêmement simple pour l'instant, qui a une couche d'entrée, une couche cachée, et on va lui faire une couche de sortie. Donc souvenez-vous, la couche de sortie, le nombre de neurones correspond en fait au nombre de catégories. Ici, dans le Fashion MNIST, on a 10 catégories de vêtements. Donc on va créer 10 couches, pour faire simple. Et on va lui demander la fonction d'activation, ça sera un softmax. Alors là, je vais l'expliquer quand même rapidement. Le softmax, c'est quoi? C'est qu'il faut bien comprendre que, comme on a 10 sorties, chaque sortie va recevoir une probabilité. Donc, probabilité que c'est un t-shirt, probabilité que c'est un pantalon, probabilité que ceci. Le softmax me dit, ok, tu me retournes simplement le neurone dont la probabilité est la plus élevée. Voilà. Donc, si j'ai, je sais pas moi, 15% de chance que ce soit un t-shirt et 80% de chance que ce soit un pantalon, la réponse que me sortira mon modèle, c'est pantalon. Ok? Donc, une fois qu'on a fait ça, on a créé notre modèle. Il est créé. Il est créé. On peut faire ce qu'on appelle un modèle summary. Donc c'est en gros on va revoir ce qu'il y a dans notre modèle avec quelques informations supplémentaires, notamment le nombre de paramètres par couche. Et c'est là qu'on va voir à quel point un réseau de neurones c'est quelque chose de compliqué au final. Donc si on prend notre première couche, on a 100 480 paramètres. Donc 100 480 poids sur lesquels on va venir jouer. Sur les couches de dropout, il y en a 0, vu que c'est plus une fonction qu'une vraie couche. Ici, on en a 16 512, et au final, sur la dernière, on a 1290. Donc tout ça, ça nous donne un nombre de paramètres total pour un réseau de neurones extrêmement simple, constitué uniquement d'une seule couche cachée, qui en plus n'est pas extrêmement dense non plus. On a quand même presque 120 000 paramètres à ajuster dans notre modèle. Ok ? Alors, une fois qu'on a fait ça, il nous reste une chose à faire pour que notre modèle soit vraiment complet. On doit lui définir un optimizer, le loss, comment on le calcule, et quelle est la métrique pour l'accuracy, pour la justesse.
Donc, même chose, on expliquera petit à petit. Mais donc l'optimizer qu'on va choisir, c'est Adam. Enfin, Adam, on s'en fiche. Pour le loss, on va utiliser du Sparse Categorical Cross Entropy. Et pour la métrique, on va faire du Sparse Categorical Accuracy. Donc tout ce qui est Sparse Categorical, en général, quand on a du catégorique, c'est très très utilisé. Il y a juste des petites nuances en termes de performance sur plusieurs types de métriques et de loss si on est sur de la classification binaire ou si on est sur du véritable multiclasse. Là, on est sur du véritable multiclasse, donc on va plus utiliser celle-ci. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, notre modèle est compilé, c'est-à-dire qu'il a ses couches, il a un optimizer, il a une fonction de loss, il a sa métrique, il a tout ce qu'il faut. On n'a plus qu'à l'entraîner. Donc pour l'entraîner, on fait un modèle.fit, comme on le fait avec du machine learning classique, on lui passe notre donnée d'entraînement et on lui donne un nombre d'époques. En gros, c'est un nombre de cycles sur lequel il va apprendre. Et une fois qu'on a fait ça, on peut le lancer. On peut lancer l'entraînement de notre modèle. Alors ça, je vais exécuter pour que vous voyez ce que ça donne. Donc ici, on est sur peu d'époques avec comment dire, un peu de données au final, quelque chose de vraiment pas compliqué. Et on voit donc le modèle s'entraîne à chaque époque. Il essaye d'augmenter un peu, donc de diminuer son loss, ici. On voit que le loss, logiquement, il essaye de le faire diminuer. Et par définition, d'augmenter aussi son accuracy. D'accord? Donc là, c'est à quel point il se plante, et ici, c'est à quel point il a raison. Pour bien comprendre. Donc on va le laisser finir ses 25 époques. Je pense qu'on aurait pu faire moins, mais bon. Ça va prendre encore un tout petit peu de temps, mais ça reste relativement rapide. Pour certains modèles très compliqués, sur lesquels en plus on essaye d'optimiser, de modifier certaines choses, ça peut prendre des heures. L'entraînement peut prendre des heures, voire parfois dans certains cas des jours. Alors si vous n'avez pas de machine puissante, parce que moi la mienne est pas trop mal quand même, avec tout ce qu'il faut pour utiliser les GPU de ma carte graphique, vous pouvez soit utiliser Google Colab, qui est la plateforme. En gros, ça vous crée un peu un Jupyter Notebook, mais utilisant les ressources de Google en ligne, donc qui marche pas trop mal. Alors là, c'est gratuit, mais c'est limité en termes de ressources, il ne faut quand même pas déconner non plus. Et surtout au niveau de la durée de la session, elle est limitée aussi. C'est-à-dire que je crois que c'est 12 heures, 12 heures sur un compte gratuit. C'est-à-dire qu'au bout de 12 heures, si votre modèle n'est pas fini d'entraîner, votre session est terminée et il finira jamais son entraînement. Ok, donc là il a fini ses époques. On voit qu'au final il a un loss qui est quand même plutôt faible et qu'il a une accuracy qui est aux alentours de 92%, ce qui est pas dégueu. Maintenant, ce qu'on va faire, ça c'est sur notre modèle d'entraînement. On va vérifier que sur nos données de test, ça reste cohérent. Donc ici, on arrive sur une accuracy qui est aux alentours de 90, enfin un peu moins, ce qui reste pas dégueu. Ce qui reste pas dégueu. Alors, là, on va faire... ouais, ça, on verra peut-être plus tard. C'est pas le plus important. Ici, c'est normalement les fonctions pour sauvegarder un modèle. Alors, ça doit être le chemin qui a du mal à comprendre. J'en sais rien. Alors, qu'est-ce que je m'envoie comme erreur? Ouais, c'est ça le problème. Bon, c'est pas grave. Ouais, alors ça, pouf, je vais le virer parce que mon avis répertoire n'existe pas. Donc il ne le trouve pas. Oui, c'est ça. Alors, une fois qu'on a entraîné un modèle, c'est un peu comme tout, on ne va pas s'amuser à chaque fois à passer par toutes les étapes. Si on a des nouvelles données, ce qu'on veut, c'est pouvoir le réutiliser. Donc ici, on va voir dans cette vidéo comment on enregistre un modèle. Et après, on verra plus tard comment on le réutilise. Donc pour enregistrer un modèle, déjà on définit où on va le foutre. Hein. Donc s'il y a un dossier avant, c'est le cas, c'est pour ça qu'il y a etc. S'il y a un dossier avant, il faut que le dossier soit préexistant. C'est-à-dire qu'il ne va pas créer un dossier. Il faut d'abord créer le dossier dans lequel on veut le placer et après on vient le placer dedans. Et globalement, donc on lui donne un nom et on va lui dire voilà, tu viens te sauvegarder là-dedans. Donc on fait un tf keras la point modèle, ce qui est l'ensemble des librairies. On vient lui dire tu viens sauvegarder notre modèle. Donc le modèle que tu sauvegardes, c'est le modèle parce qu'on l'appelait comme ça, on était hyper original. On va utiliser sur ce chemin-là. Donc l'overwrite, c'est juste pour lui dire
s'il existe déjà, ben, tu réécris par-dessus, hein. Test, tu vires l'ancien et tu réécris le nouveau. Est-ce qu'on inclut l'optimiseur, enfin ce genre de choses. Mais globalement, ici, vous faites un copier-coller à chaque fois, hein. Changez juste le nom. Et vous avez ici une méthode qui vous permet de sauvegarder votre modèle entraîné. C'est-à-dire que les poids sont ajustés, le modèle est entraîné. Et ensuite, on pourra juste se contenter de charger ce modèle et de lui balancer des données pour qu'il les analyse et nous sorte une conclusion. On n'aura plus tout ça à refaire. On fera juste un chargement de modèle, on lui file les données et on attend son résultat. Voilà, c'était donc la première vidéo sur le deep learning. J'espère que j'étais assez clair, que ça vous a intéressé. Et la prochaine arrivera le plus vite possible.